Bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a fait ses adieux à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact perdurera pour les générations à venir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires a touché votre cœur, veuillez envisager de laisser un like pour aider à garder leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. Diane Keaton, l'actrice, cinéaste et écrivaine célébrée dont le talent, le style et la sincérité ont façonné le cinéma moderne, est décédée à l'âge de 69 ans. Elle est décédée paisiblement le 11 octobre 2025 à son domicile de Los Angeles, entourée de sa famille. Son attaché de presse a confirmé son décès, marquant la fin d'une illustre vie hollywoodienne. Née Diane Hall à Los Angeles en 1946, son rôle révélateur dans Annie Hall en 1977 lui a valu un Oscar de la meilleure actrice, changeant à jamais le paysage des comédies romantiques. Le rôle, chaleureux, drôle, maladroit mais confiant, a fait d'elle une féministe et une icône de la mode, ses chapeaux à large bord et ses tailleurs devenant sa signature. Elle s'était auparavant forgé une réputation grâce à ses collaborations avec Woody Allen, notamment dans Play It Again, Sam en 1972, et a ensuite joué dans Le Parrain, 1972, et Le Parrain, deuxième partie, 1974, dans le rôle de Kay Adams, l'épouse émotionnellement complexe de Michael Corleone. Ses performances ultérieures, nominées aux Oscars dans Reds en 1981, Marvin's Room en 1996 et Something's Got to Give en 2003, ont démontré sa rare capacité à passer en douceur de la comédie au drame. Pendant plus de 6 décennies, elle est apparue dans de nombreux films populaires. Baby Boom, 1987, Le père de la mariée, 1991, Le club des ex, 1996, Esprit de famille, 2005 et Le Book Club, 2018. Même à l'approche de ses 70 ans, elle a continué à travailler, jouant dans Mac and Rita 2022, prouvant que l'humour et la profondeur n'ont pas de limite d'âge. Dans sa vie privée, Keaton accordait autant d'importance à l'authenticité que dans son art. Bien qu'elle soit restée discrète dans ces derniers mois, elle a longuement parlé de ses luttes contre le cancer de la peau et la boulimie. Diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 21 ans, elle a appris très tôt l'importance de la protection solaire, une leçon qu'elle n'a jamais oubliée. C'est une affaire de famille, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times en 2015. Ma tante était dans un tel état qu'elle a perdu son nez. Mon père l'a eu, mon frère l'a eu. Il faut porter de la crème solaire. Elle a ensuite lutté contre un carcinome spinocellulaire, subissant de multiples interventions chirurgicales, mais restant résiliente. Son franc-parler s'est également étendu à sa lutte contre la boulimie, qui a commencé au début de sa carrière, après qu'on lui ait conseillé de perdre du poids. Se souvenant de cette époque dans une interview en 2014 au Dr Oz Show, elle a déclaré « Tout ce que je faisais, c'était satisfaire ma faim. J'étais une toxicomane. » Dans ses mémoires, elle a écrit « Je suis une sœur pour tous ceux qui ont déjà souffert d'un trouble de l'alimentation. Je fais partie de ce groupe. » Sa vulnérabilité a aidé d'autres personnes à parler ouvertement de luttes similaires. Hors écran, Keaton a vécu sa vie comme elle l'entendait. Choisissant de ne pas se marier, elle a choisi la maternité à la cinquantaine et a adopté 2 enfants, Dexter et Duke. On dit souvent que c'est sa plus grande fierté. Sa fille Dexter est mariée au musicien Jordan White, tandis que son fils Duke est relativement discret. Ses proches ont décrit ses dernières années comme paisibles, remplies de repas de famille, de promenades dans son jardin et d'un profond sentiment de gratitude. Le décès de Diane Keaton met fin à un chapitre glorieux de l'histoire d'Hollywood, mais son influence perdure à travers les générations d'acteurs qu'elle a inspirés et les personnages qui continuent d'embellir l'écran. Ceux qui ont aimé ses films commentent 69 ans son âge ou écrivent « RIP Diane Keaton » pour se souvenir d'une femme qui a prouvé que l'authenticité, l'esprit et la grâce ne se démodent jamais.
Ian Watkins, le chanteur gallois et leader fondateur du groupe de rock Lost Prophets, est décédé le 11 octobre 2025 à l'âge de 47 ans. Né le 30 juillet 1967 à Myrtfjord Tydfil, au pays de Galles, Watkins est devenu célèbre au début des années 2000 en tant que chanteur principal dynamique de Lost Prophets, l'un des groupes les plus influents de la scène rock alternatif et post-hardcore britannique. Le groupe a connu un grand succès avec des albums comme Start Something 2004 et Liberation Transmission 2006, avec des succès tels que Last Train Home et Rooftops, qui leur ont valu une reconnaissance mondiale. La carrière de Watkins a pris fin brusquement en 2013 après sa condamnation pour des accusations criminelles graves, entraînant son emprisonnement et la dissolution de Lost Prophets. Suite à sa condamnation, il s'est retiré de la vie publique, son image étant à jamais ternie par la gravité de ses crimes. Autrefois connu pour sa présence sur scène et son talent d'auteur-compositeur, Watkins est devenu l'une des figures les plus controversées de la musique moderne. Son histoire est un rappel brutal du contraste entre le succès artistique et l'effondrement personnel. Ian Watkins laisse derrière lui un héritage profondément conflictuel. On se souvient à la fois de son influence sur le rock du début des années 2000 et du scandale qu'il a éclipsé. Commentez 47 ou écrivez RIP Ian Watkins pour reconnaître la fin d'une vie marquée à la fois par la créativité et la controverse. Jerry Leggio, acteur américain connu pour sa présence stable au cinéma, à la télévision et au théâtre, est décédé le 1er octobre 2025. Il avait 86 ans. Né à Bâton Rouge, en Louisiane, en 1939, Leggio a bâti une carrière qui a duré des décennies, souvent dans des seconds rôles qui ont apporté du poids et de la crédibilité aux productions régionales et nationales. À l'écran, il est apparu dans des films tels que Sounder 1972, The Toy 1952 et Steel Magnolias 1989, ainsi que dans des séries télévisées, notamment Dans la chaleur de la nuit et American Horror Story. Ces performances, bien que rarement mises en lumière, reflètent sa fiabilité en tant qu'acteur de personnage capable de s'adapter sans problème du drame au rôle plus léger. En plus de son travail à l'écran, Leggio est resté profondément engagé dans le théâtre, se produisant avec des compagnies régionales à travers la Louisiane et encadrant de jeunes acteurs de sa communauté. Il était considéré autant pour son dévouement à son art que pour sa générosité discrète hors scène. Jerry Leggio laisse derrière lui une œuvre définie non pas par la célébrité, mais par la constance, le professionnalisme et un dévouement de toute une vie à la comédie. Sa carrière témoigne des innombrables interprètes dont les contributions enrichissent les histoires que le public continue de chérir. En honorant sa mémoire, commentez 86 ans, son âge, ou écrivez RIP Jerry Leggio pour rendre hommage à une vie consacrée à la performance. Robert Redford, acteur, réalisateur et activiste américain dont la carrière a duré plus de 6 décennies, est décédé à l'âge de 89 ans. Son attaché de presse a confirmé son décès le 16 septembre 2025 à son domicile de Sundance, dans l'Utah, entouré de sa famille. La cause du décès n'a pas été divulguée. Né Charles Robert Redford Jr. en 1936 à Santa Monica. Il a grandi à Los Angeles et a brièvement poursuivi une carrière d'acteur avant de déménager à New York pour étudier le théâtre. Son charisme et son charisme lui ont rapidement valu des rôles sur scène et à la télévision. À la fin des années 1960, il était devenu l'une des stars les plus recherchées d'Hollywood. Sa percée est survenue avec son rôle aux côtés de Paul Newman dans Butch Cassidy et le Kid Sundance, 1969, un phénomène culturel qui a redéfini le concept de collaboration à l'écran. Leur réunion dans L'Arnaque 1973 a remporté l'Oscar du meilleur film. Redford a ensuite joué dans des classiques tels que Jeremiah Johnson 1972, Nos plus belles années 1963 et Les hommes du président 1976, dans lequel il incarnait le journaliste du Watergate Bob Woodward. Les ambitions de Redford allaient au-delà du jeu d'acteur. Ses débuts en tant que réalisateur,
Des gens comme les autres, 1980, ont remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Il a ensuite réalisé des œuvres acclamées par la critique telles que Et au milieu coule une rivière, 1992, et Quiz Show, 1994. Même dans sa vieillesse, il a livré des performances exceptionnelles dans All Is Lost, 2013, et Le Gentleman Cambrioleur, 2018. En 1981, il a fondé le Sundance Film Institute et le Festival du film de Sundance, qui sont devenus la plateforme la plus influente pour le cinéma indépendant. Grâce à Sundance, des cinéastes tels que Quentin Tarantino, Steven Soderbergh et Ava DuVernay ont trouvé leur voie. La vision de Redford a contribué à remodeler l'industrie cinématographique, prouvant que de petites histoires audacieuses pouvaient atteindre le monde entier. En dehors du cinéma, il est un militant écologiste et un défenseur des droits des Amérindiens, apportant son nom et son influence à des causes en dehors d'Hollywood. Son militantisme reflète l'intégrité qu'il apporte à la profession. Redford a également été confronté à de profondes tragédies personnelles, notamment la perte de son fils en bas âge, Scott, en 1959, et de son fils, James, un cinéaste, en 2020. Pourtant, il reste une figure résiliente admirée non seulement pour son art, mais aussi pour son humanité. Pour des millions de personnes, Robert Redford était plus qu'une simple star de cinéma. Il était un symbole d'indépendance, de vision et de courage artistique. Son héritage perdure dans les films qu'il a réalisés, les histoires pour lesquelles il s'est battu et les opportunités qu'il a créées pour les générations futures. Si Robert Redford vous inspire, écrivez RIP Robert Redford ou laissez 89, son âge, dans les commentaires pour commémorer la vie et l'héritage d'une légende du cinéma. Tony Fitzpatrick, l'artiste, écrivain et acteur américain célébré dont le travail a capturé l'âme de Chicago, est décédé le 11 octobre 2025 à l'âge de 66 ans. En plus de 45 ans de création, Fitzpatrick a produit plus de 3000 œuvres d'art, collages, gravures et dessins qui ont trouvé leur place dans des musées et des collections privées du monde entier. Son travail a été exposé dans plus de 50 expositions personnelles, notamment au Museum of Modern Art de New York, à l'Art Institute de Chicago et au Smithsonian American Art Museum. En tant qu'écrivain, il a publié 6 recueils de poésie et d'essais, parmi lesquels The Hard Angels et This Train, chacun combinant son imagination visuelle avec une émotion brute. Son art est apparu sur des pochettes d'albums pour des musiciens comme Lou Reed et Steve Earle, atteignant un public au-delà des galeries. Ses réalisations l'ont établi non seulement comme une icône de Chicago, mais aussi comme l'un des artistes multidisciplinaires les plus distinctifs d'Amérique. Il a également joué dans plus d'une douzaine de films et de projets scéniques et a collaboré avec la Steinwolf Theatre Company, mêlant performance et narration visuelle à travers Firecat Projects, fondé en 2010. Il a encadré des centaines d'artistes émergents, prouvant que la créativité s'épanouit grâce à la générosité. Écrivez RIP Tony Fitzpatrick ou commentez 66 ans son âge pour honorer une légende dont l'art et les mots ne s'effaceront jamais. Sœur John, la religieuse pleine d'entrain qui est devenue le cœur de l'université Loyola Chicago et une icône nationale de la foi et de la persévérance, est décédée le 9 octobre 2025 à l'âge de 106 ans. Née Jean Dolores Schmidt à San Francisco le 21 août 1919. Elle a rejoint les Sœurs de la Charité de la Bienheureuse Vierge Marie et a consacré sa vie à l'enseignement, au mentorat et à la diffusion de la joie par l'éducation et la foi. Son engagement discret au service s'est transformé en une renommée inattendue lorsque, à 98 ans, elle a guidé l'équipe masculine de basket-ball de Loyola lors de son célèbre parcours dans le tournoi NCAA 2018, captivant la nation avec son esprit vif et son optimisme rayonnant. Son influence s'est étendue bien au-delà du sport. En 2023, elle a publié Wake Up with Purpose, un mémoire mêlant humour, réflexion et la sagesse de plus d'un siècle de vie. Elle a continué à assister aux matchs et à partager des messages d'encouragement, incarnant les idéaux jésuites de compassion et d'apprentissage tout au long de la vie.
La force de Sir Jean n'a jamais été une question de célébrité, mais de conviction, la croyance que la gentillesse et l'espoir peuvent changer des vies. Son décès marque la fin d'un chapitre remarquable de la foi et de la culture américaine. Pourtant, son message d'amour, de persévérance et de joie perdure, faisant écho à chaque prière, salle de classe et match qu'elle a jamais touché. Commentez 106 ans, son âge, ou écrivez « Sœur Jean » pour vous souvenir d'une femme dont la foi a rendu le monde plus lumineux. Ben Lewis, l'acteur et chanteur surtout connu pour son travail dans la comédie musicale, est décédé le 6 octobre 2025 à l'âge de 48 ans. Né à Londres en 1977 et élevé à Sydney, Lewis a poursuivi une carrière d'interprète dès son plus jeune âge, se formant en musique et en théâtre avant de s'imposer comme une étoile montante dans les productions australiennes. Sa percée est survenue en 2010 lorsqu'il a été choisi pour incarner le fantôme dans Love Never Dies d'Andrew Lloyd Webber. Le rôle a mis en évidence sa présence imposante et sa puissance vocale, lui apportant une attention internationale. Il a ensuite repris le rôle dans Le Fantôme de l'Opéra dans le West End de Londres, une performance qui a cimenté sa réputation comme l'un des plus grands interprètes du rôle. En plus de Phantom, Lewis est apparu dans des productions acclamées par la critique telles que A Little Night Music, Avida et Candide, démontrant sa polyvalence en jouant du classique au contemporain. Il a également joué des rôles à l'écran au cinéma et à la télévision, bien que la scène soit restée le fondement de sa carrière. Dans sa vie personnelle, Lewis était marié à l'actrice et chanteuse Anna O'Byrne. Le couple a fréquemment collaboré, conciliant travail et vie de famille. Ses amis et collègues l'ont décrit comme généreux, discipliné et dévoué à son art. Ben Lewis laisse derrière lui un héritage défini par la musique et la performance. On se souviendra de sa voix captivante et d'une carrière qui a apporté profondeur et humanité à chaque rôle. Écrivez Rippy Ben Lewis ou commentez 48 ans, son âge pour vous souvenir d'un artiste dont les performances résonneront longtemps après la fermeture de l'écran d'argent. Jim McNeely, pianiste, compositeur et éducateur de jazz respecté, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 75 ans. Il a d'abord été reconnu dans les années 1970 en tant que pianiste de l'orchestre Thad Jones Mel Lewis, où son toucher subtil et ses lignes élégantes se sont démarqués. Il a ensuite rejoint le Stan Getz Quartet et le Phil Woods Quintet, se forgeant une réputation d'interprète polyvalent qui combinait une compétence technique approfondie avec un sens aigu de la conversation musicale. Son travail au piano était admiré pour sa précision et son expressivité. Au fur et à mesure du développement de sa carrière, McNeely est devenu un compositeur et arrangeur influent. Il a dirigé le Frankfurt Radio Big Band, a collaboré avec le Danish Radio Big Band et a beaucoup écrit pour le Vanguard Jazz Orchestra à New York. Des albums tels que Group Therapy 1992 et Barefoot Dances and Other Visions 2018 ont mis en valeur son imagination et ont obtenu des nominations aux Grammy Awards, assurant sa réputation d'innovateur moderne. Né le 18 mai 1950 à Chicago, il a étudié à l'Université de l'Illinois et a ensuite consacré des décennies à l'enseignement. En tant que professeur à la Manhattan School of Music, McNeely a encadré d'innombrables étudiants, les aidant à trouver leur propre voie dans le jazz. Bon nombre de ses élèves ont poursuivi d'importantes carrières, ce qui témoigne de sa patience et de ses conseils. En sa mémoire. Ajoutez votre voix en commentant 75 ou écrivez simplement RIP Jim McNeely pour reconnaître non seulement un musicien brillant mais aussi un professeur qui a façonné l'avenir du jazz. Nancy Limat, une écrivaine, productrice et créatrice de télévision respectée qui a contribué à façonner certaines des séries les plus distinctives de la télévision moderne, est décédée le 23 septembre 2025 à l'âge de 68 ans. Né en 1957 aux États-Unis, Matt s'est forgé une réputation grâce à des décennies de travail dans le domaine du drame et de la comédie. Sa réalisation la plus célèbre est South of Nowhere 2005 à 2008, le drame pour adolescents,
qui a été saluée par la critique pour son approche novatrice des thèmes de l'identité et de l'appartenance. Avant cela, elle a laissé sa marque sur des sitcoms tels que Night Court, Partners et Living Single, apportant chaleur et humour au public chaque semaine. Elle a également contribué à la télévision de jour en tant qu'écrivaine et productrice sur Guiding Light à Santa Barbara, perfectionnant sa capacité à créer des récits longs et complexes. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Matt était admiré pour son mentorat auprès des écrivains émergents et son plaidoyer infatigable pour l'inclusion dans l'industrie du divertissement. Ses collègues se souviennent d'elle comme étant réfléchie, spirituelle et profondément engagée à créer un espace pour des voix diverses à la télévision. Bien qu'elle ait gardé sa vie personnelle privée, l'influence de sa carrière a été considérable, façonnant des opportunités pour les autres et aidant la télévision à refléter un éventail plus large d'expériences. Nancy Lee Matt laisse derrière elle un héritage qui continue de résonner, non seulement à travers l'émission qu'elle a contribué à créer, mais aussi à travers les conteurs qu'elle a inspirés. Commentez 68 ans son âge ou écrivez Rep Nancy Lee Matt en reconnaissance d'une productrice qui croyait profondément au pouvoir de la télévision de raconter des histoires significatives. Michelle Burke, une maquilleuse primée aux Oscars et reconnue pour son travail transformateur dans le cinéma, est décédée le 26 septembre 2025. Elle avait 74 ans. Née en Irlande en 1951, Burke a commencé sa carrière comme mannequin avant de se lancer dans le maquillage artistique où elle a rapidement été reconnue pour sa créativité et sa précision. Elle s'est fait connaître à Hollywood dans les années 1980, s'imposant comme l'un des talents les plus importants de l'industrie. Burke a remporté son premier Oscar pour La Guerre du Feu 1981, suivi d'un deuxième Oscar pour Dracula de Bram Stoker 1992. Son travail a également été présenté dans le film The Cell 2000 Tallis Interview avec le vampire 1994 et Austin Powers L'espion qui m'a tiré 1999 parmi beaucoup d'autres. Ses collègues admiraient sa capacité à fusionner l'art et la narration en créant des personnages dont l'apparence est devenue aussi emblématique que les films eux-mêmes. Au-delà de ses récompenses, Burke a été une mentor pour de jeunes artistes reconnus pour sa générosité et son professionnalisme. Elle est restée fière de ses racines irlandaises tout en bâtissant une carrière mondiale et était profondément respectée dans l'ensemble de l'industrie cinématographique. Michelle Burke laisse derrière elle un héritage artistique qui a façonné le cinéma moderne. Son travail perdure dans les visages inoubliables qu'elle a contribué à mettre à l'écran. Commentez 74 ans. Son âge ou écrivez Michelle Burke pour honorer une artiste dont l'art a élevé des générations de cinéastes. George Clooney, un nom qui roule sur la langue, avec un air de classe, de confiance et le poids discret de l'histoire cinématographique. Pour d'innombrables admirateurs dans le monde entier, il n'était pas simplement un acteur dont le visage ornait les écrans grands et petits. Il était l'incarnation de l'élégance intemporelle. Un homme dont la simple présence semblait évoquer une époque où les stars d'Hollywood se comportaient avec une dignité presque intouchable. Pour des millions de personnes, Clooney était le charmeur aux cheveux argentés, le gentleman des temps modernes, la dernière lueur d'un âge d'or où le charisme et l'esprit régnaient. En tant que Dr. Doug Ross dans Urgence, il a conquis le cœur du public télévisé. Plus tard, sur le grand écran, ses performances dans des films qui allaient définir une génération l'ont transformé d'une étoile montante en une icône culturelle. Il n'était pas qu'une autre star de cinéma. Clooney est devenu l'emblème de la sophistication elle-même, un ambassadeur d'un style d'art et de magnétisme que peu pouvaient égaler. Pourtant, derrière les lumières scintillantes des tapis rouges, les applaudissements et les flashs, il existait un récit caché. Sous les smokings et le charme sans effort, vivait un homme dont les luttes personnelles se retrouvaient rarement dans les manchettes. Et si, derrière ce sourire confiant et cette vie apparemment enviable, Clooney avait porté en lui un fardeau silencieux?
un mélange de souffrance physique, de cicatrices émotionnelles et d'une solitude qu'aucune quantité de gloire, de richesse ou même d'amour ne pouvait complètement le protéger. C'est une question qui remodèle la façon dont nous le voyons, non seulement comme une star adorée par des millions de personnes, mais comme un être humain endurant des batailles dont la plupart n'ont jamais su l'existence. Avant de continuer, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous George Clooney? Votre point de vue est important car au-delà de la célébrité, au-delà des manchettes, c'est dans l'histoire humaine partagée, la sienne et la nôtre, que sa véritable grandeur se révèle. Avant qu'Hollywood ne le découvre, avant que les couvertures de magazines ne le saluent comme l'incarnation de la douceur, George Clooney était un garçon confronté à la fragilité. Né le 6 mai 1961 à Lexington, dans le Kentucky, dans une famille imprégnée de talent et d'importance, il semblait inévitable qu'il entre un jour sous les feux de la rampe. Sa mère, Nina Bruce, une ancienne reine de beauté et plus tard une conseillère municipale, et son père, Nick Clooney, un animateur de télévision et journaliste célèbre, ont offert un foyer riche en énergie et en opportunités. Sa tante, la légendaire Rosemary Clooney, a fait entrer le nom de famille dans les annales de la musique et du cinéma américain, tandis que même une lignée lointaine le reliait à Abraham Lincoln. Pour un observateur extérieur, l'éducation de Clooney aurait pu sembler enchantée. Une famille aimante, un héritage culturel et des portes qui ne demandent qu'à s'ouvrir, mais le destin ne joue pas toujours selon les apparences. À 13 ans, le monde de Clooney a été bouleversé. Il a été frappé par la paralysie de Bell, un trouble neurologique qui a paralysé le côté gauche de son visage pendant près d'1 an. Pour un adolescent entrant dans les années fragiles de l'identité et de la conscience de soi, ce n'était pas seulement une condition médicale, c'était une dévastation. Un œil ne se fermait pas. La moitié de sa bouche refusait de bouger. Les miroirs sont devenus des ennemis. Les salles de classe sont devenues des arènes de honte. Ses pairs ne comprenaient pas toujours. Certains regardaient fixement, certains se moquaient, certains riaient, et chaque jour d'école devenait un champ de bataille d'humiliation et de peur. Clooney, qui deviendrait un jour un maître de la présence, a été contraint de maîtriser plutôt l'invisibilité. Des années plus tard, dans des interviews comme celle avec Larry King, il raconterait cet épisode avec un sourire désinvolte, insistant sur le fait qu'il disparaît. Ça s'éclaircit. Mais la vérité est que les cicatrices de l'adolescence sont rarement effacées. Ces 9 mois de paralysie se sont gravés dans son psychisme. Et pourtant, de ce creuset est née l'arme même qui allait plus tard définir son charme. L'humour. Clooney a découvert que s'il pouvait rire de lui-même en premier, il pouvait voler le pouvoir de la cruauté des autres. Il a appris à désarmer la moquerie avec de l'esprit, à transformer l'embarras en performance et à transformer la vulnérabilité en force. Il est devenu, en un sens, le réalisateur de sa propre survie, maîtrisant l'art de contrôler la pièce avant que quiconque ne le puisse. Cette compétence durement acquise deviendrait la pierre angulaire de sa carrière à Hollywood. Le même homme qui évitait autrefois les escaliers dans un couloir d'école entrerait des décennies plus tard dans des salles remplies de leaders mondiaux, d'acteurs et de journalistes, attirant l'attention non pas par l'intimidation, mais par la chaleur, l'humour et l'intelligence. L'héritage de Clooney n'est pas seulement une collection de prix ou de rôles. C'est la preuve que la fragilité humaine, une fois acceptée, peut être refaçonnée en une force durable. Ainsi, lorsque nous pensons à George Clooney, la star, le gentleman, l'icône, nous devons également nous souvenir de George Clooney, le garçon, paralysé et humilié, qui a découvert que le rire pouvait être une armure. Cette souffrance silencieuse a façonné l'homme que le monde est venu aimer. Son histoire n'est pas celle d'un succès sans effort, mais d'une résilience née de la douleur. Ce n'était pas de la comédie, c'était du camouflage. Vous apprenez à être drôle pour survivre. Il a avoué plus tard que cette période avait forgé un réflexe en lui, une tendance à sourire à travers la douleur, à divertir au lieu d'exposer.
C'était la première couche de la personnalité que le monde adorerait plus tard. Le Clooney facile à vivre, magnétique et plein d'esprit. Mais à l'intérieur, il portait l'écho de ce garçon impuissant, celui qui se demandait s'il redeviendrait un jour normal. En vieillissant, le masque de Clooney s'est durci. Après avoir surmonté la paralysie de Bell, il s'est lancé dans le sport, en particulier le basketball et le baseball. Et au lycée, il était un athlète hors pair. En 1977, il a même essayé de jouer pour les Reds de Cincinnati. Lorsqu'il a été éliminé au premier tour, ce fut une autre blessure silencieuse, mais encore une fois, il en a ri et est allé de l'avant. Sans direction claire après le lycée, il a fait ce qu'il devait faire. Couper du tabac dans les champs, vendre des assurances de porte-à-porte, remplir les étagères. Il n'y avait pas de plateau de tournage, pas de fans, juste du travail et de longues journées sous le soleil du Kentucky. Chaque emploi était un rappel. La gloire ne viendrait pas facilement. Pourtant, même dans ses premières luttes, la graine de la résilience a pris racine. Le garçon dont le visage l'avait autrefois trahi avait appris à s'adapter, à survivre à la déception sans amertume. Il savait comment porter l'échec dans une main et continuer à avancer de l'autre. Lorsqu'il est ensuite entré sous les feux de la rampe en tant que Dr Doug Ross dans Urgence, le public a été captivé par son charme confiant. Mais peu pouvaient imaginer le tissu cicatriciel émotionnel en dessous. Ce charme a été appris, aiguisé, un bouclier perfectionné à travers des années de douleurs silencieuses. La jeunesse de George Clooney n'a pas été marquée par la violence ou la pauvreté, mais par une douleur plus subtile et peut-être plus durable. La douleur de ne pas être vu pour la personne derrière le sourire. Et alors que le monde a commencé à ne voir que le charisme, l'apparence, le talent. Il portait avec lui le fantôme de ce garçon de 7e année figé dans le temps, effrayé d'être moqué pour quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Ainsi, lorsque vous voyez Clooney, que ce soit en train de gagner un Oscar, de marcher avec la royauté ou de prononcer un discours sincère, vous voyez aussi un survivant non seulement d'Hollywood, mais aussi des batailles silencieuses et invisibles qui l'ont façonné bien avant qu'il ne mette les pieds sous les projecteurs. Avant que le monde ne connaisse son nom, George Clooney a erré dans l'ombre d'Hollywood. Un autre acteur en difficulté avec un nom de famille célèbre, mais sans avenir clair. Ses premières années dans l'industrie ont été un carrousel de rôles oubliables, de pilotes ratés et d'espoirs déçus. De sa première apparition à l'écran dans la mini-série de 1978, Centennial a de brefs passages souvent négligés dans des émissions comme The Facts of Life, Baby Talk et Bodies of Evidence. Clooney était loin d'être le premier rôle qu'il deviendrait un jour. Il passait d'un emploi à l'autre, endurant des rejets et des déceptions sans fin, allant même jusqu'à dormir dans les placards de ses amis pour s'en sortir. Il n'était pas un prodige. Il était persévérant. Hollywood n'a pas ouvert ses portes à George Clooney. Il les a défoncées lentement, un pas fatigué à la fois. Puis est arrivé 1994. Clooney a décroché le rôle qui allait modifier la trajectoire de sa vie. Le Dr Doug Ross dans Urgence sur NBC, le pédiatre suave et émotionnellement complexe, n'a pas seulement connu un succès auprès du public. Il est devenu une icône culturelle. Du jour au lendemain, George Clooney est passé d'un acteur presque anonyme au visage de la télévision aux heures de grande écoute. Les femmes l'adoraient. Les hommes voulaient être lui. Et pour la première fois, l'industrie du divertissement a pris note. Dans des interviews des années plus tard, Clooney a réfléchi. Cette émission m'a sauvé, j'étais fauché, j'étais presque à court de chance. Urgence m'a tout donné. Profitant de cette nouvelle célébrité, Clooney a commencé à faire des sauts audacieux dans le cinéma. Ses premiers choix étaient un mélange d'audace et de division. Le thriller de vampire grinçant Une nuit en enfer, 1996, le drame policier élégant Hors d'atteinte, 1998, avec Jennifer Lopez, et même le Batman et Robin, 1997, qui a été critiqué par la critique, qu'il a plus tard qualifié de gaspillage d'argent. Mais Clooney apprenait, s'adaptait, aiguisait ses instincts.
En 2001, il a joué dans le film Ocean's 11 de Steven Soderbergh dans le rôle de Danny Ocean, un escroc charmant et sophistiqué qui ressemblait à une extension de Clooney lui-même. Le film a été un énorme succès, engendrant 2 suites et cimentant la place de Clooney parmi l'élite d'Hollywood. Pourtant, George Clooney ne s'est jamais contenté d'être un autre beau visage. Il a poursuivi des projets qui avaient un poids politique et une gravité émotionnelle. Des films comme Syriana 2005, Michael Clayton 2007, Good Night and Good Luck 2005 et Les Marches du pouvoir 2011 ont mis en valeur son intelligence et sa profondeur. Ce n'étaient pas seulement des performances, c'était des déclarations. Il a commencé à réaliser et à produire, cofondant Smokehouse Pictures avec son collaborateur de longue date, Grant Ezo. Grâce à cette entreprise, Clooney a contribué à faire passer le cinéma socialement conscient au premier plan de la culture populaire. Ses efforts n'ont pas seulement été reconnus, ils ont été célébrés. Clooney a remporté 2 Oscars, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Syriana et celui du meilleur film pour la production d'Argo, ainsi que plusieurs Golden Globes, BAFTA et les éloges de la critique qui l'ont fermement placé dans la lignée des grands acteurs américains. Il n'était pas simplement une star, il était devenu un conteur, un auteur, une conscience d'Hollywood à une époque souvent guidée par le spectacle plutôt que par la substance. Mais pour chaque tapis rouge et chaque ovation debout, il y avait aussi le prix de l'ascension. Le prochain chapitre de la vie de Clooney prouverait que même les icônes ne sont pas à l'abri de la douleur et que derrière le rideau du triomphe cinématographique, une bataille beaucoup plus personnelle et déchirante se déroulait. Une bataille qui a failli tout lui coûter. En 2005, à ce qui aurait dû être le sommet du triomphe, George Clooney s'est retrouvé brisé, non pas émotionnellement, mais physiquement et spirituellement brisé, d'une manière que peu pouvaient imaginer. Pendant le tournage du thriller à charge politique Syriana, une scène l'obligeait à être attaché à une chaise et jeté en arrière. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. La force de la cascade a déchiré sa dure mère, la membrane autour de sa moelle épinière, provoquant une fuite de liquide céphalo-rachidien dans son système. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'une simple blessure, mais il a rapidement été plongé dans une agonie si insupportable que même s'asseoir ou se tenir debout devenait atroce. La douleur était si intense que Clooney a révélé plus tard qu'il avait envisagé de mettre fin à ses jours. Vous commencez à penser en termes de « je ne peux pas exister comme ça », a-t-il partagé dans une interview obsédante. Ce n'était pas juste une mauvaise journée sur le plateau, c'était une descente dans un enfer privé. Il a enduré des migraines paralysantes, des vertiges et une incapacité à fonctionner pendant des semaines. Pour un homme qui avait autrefois joué des médecins et des héros d'action, qui se tenait avec assurance et contrôle, être réduit à être allongé dans un lit d'hôpital incapable de bouger sans une douleur cuisante était non seulement physiquement dévastateur, mais aussi humiliant. J'étais allongé dans un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras, incapable de bouger, et j'ai pensé « Est-ce ainsi que ça se termine ?» se souvient-il. Ce qui a aggravé la situation, c'est que la blessure était invisible. À l'extérieur, il ressemblait à la même icône aux cheveux argentés, mais à l'intérieur, chaque nerf hurlait. Il a commencé à se retirer, incapable de participer à des événements publics, tombant dans une dépression alors que la douleur persistait. Les médecins n'ont pas réussi à diagnostiquer correctement le problème au début, le forçant à subir une série de traitements qui ont offert peu de soulagement. Ce n'est que bien plus tard que la fuite de liquide céphalo-rachidien a été identifiée, ce qui a mené à une opération épuisante pour la réparer. Même alors, le chemin de la guérison a été lent, angoissant et incertain. Clooney a décrit l'expérience comme étant piégé dans un corps qu'il avait trahi. Un contraste inimaginable avec les personnages forts et confiants qu'il incarnait à l'écran. Mais peut-être que ce qui est le plus puissant, ce n'est pas seulement la souffrance, mais la façon dont il s'est battu pour revenir. Avec le temps, la patience et une détermination inébranlable, il a surmonté les journées interminables de thérapie et d'isolement.
Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de toute cette douleur, il a trouvé une perspective. Il s'est davantage impliqué dans le travail humanitaire, trouvant peut-être la guérison en aidant les autres. Il a dit plus tard que l'épreuve l'avait amené à tout remettre en question, sa gloire, son but, même son identité. J'ai réalisé que le succès ne vous protège pas de la souffrance. La douleur est le grand égalisateur. La blessure de George Clooney pendant Syriana n'était pas seulement un accident physique. C'était un creuset qui a brûlé la vanité et forcé l'humanité brute à remonter à la surface. Il y a survécu non seulement avec des médicaments, mais avec du courage. Et ce faisant, il a rappelé au monde que même les icônes peuvent saigner. Même les légendes peuvent se briser et pourtant se relever plus fortes, plus conscientes et plus profondément humaines. Ce n'est pas un plateau de tournage ou un scandale public qui a laissé George Clooney chancelant avec les blessures les plus profondes de sa vie. C'était l'amour. En 1984, alors que Clooney était encore un acteur en difficulté et que le monde ne l'avait pas encore vu comme le suave Dr. Doug Ross ou le Why Danny Ocean, il a rencontré l'actrice Talia Balsam. Elle était confiante, établie et issue d'une prestigieuse lignée hollywoodienne. Leur connexion a été instantanée et passionnée, déclenchant ce que beaucoup croyaient être le début d'un partenariat durable. En 1989, ils se sont mariés à Las Vegas sur un coup de tête, emportés dans un tourbillon d'espoir, de jeunesse et du rêve de permanence. Mais la réalité derrière les portes closes était loin d'être romantique. Au fur et à mesure que la carrière de Clooney prenait lentement de l'ampleur, il a commencé à consacrer chaque heure d'éveil aux auditions, aux connexions et à se tailler un nom. Talia, en revanche, aspirait à la stabilité, à l'intimité et à une vie ancrée. Quelque chose que Clooney, de son propre aveu, n'était pas prêt à donner. Le jeune acteur est devenu obsédé par l'ambition, émotionnellement distant et finalement physiquement absent. La pression d'essayer d'équilibrer un mariage fragile avec une carrière dévorante a laissé Clooney dans une spirale de stress si intense qu'il a souffert de graves ulcères d'estomac. J'avais constamment mal et je ne réalisais même pas les conséquences que cela avait sur mon corps jusqu'à ce que je me retrouve à l'hôpital, s'est-il souvenu une fois dans une interview. Cette douleur n'était pas seulement physique. Elle reflétait le dénouement silencieux d'un mariage que ni l'un ni l'autre partenaire ne pouvait maintenir. En 1993, après seulement quelques années ensemble, Clooney et Balsam ont divorcé. La fin est venue rapidement sur le papier, mais les cicatrices émotionnelles ont persisté. Clooney n'a jamais blâmé Talia publiquement. En fait, il a souvent assumé l'entière responsabilité, admettant « je n'étais pas bon dans ce domaine ». Je n'étais pas quelqu'un qui aurait dû être marié à ce moment-là. La rupture a été plus qu'un échec romantique. C'était le début d'une conviction qu'il n'était tout simplement pas fait pour l'engagement. Pendant plus de 2 décennies par la suite, George Clooney est resté résolument célibataire, déclarant même qu'il ne se remarierait jamais. Il est devenu le célibataire le plus célèbre d'Hollywood. Un homme qui semblait tout avoir, la gloire, la fortune, le charme, mais qui portait secrètement une lourde vérité personnelle. L'amour l'avait autrefois brisé si complètement qu'il a juré de ne plus jamais le risquer. Son image publique a grimpé en flèche. Pourtant, dans les moments calmes, il portait la douleur de quelque chose de non résolu. Et peut-être que ce qui rend ce chapitre si dévastateur, ce n'est pas seulement la fin d'un mariage, c'est la façon dont il a marqué le début d'un exil émotionnel. Pour George, le prix de la gloire n'était pas seulement la vie privée, mais la paix. Et la blessure laissée par Talia Balsam est devenue une cicatrice qu'il porterait longtemps après la disparition des flashs. Au fil des années après son divorce, George Clooney n'a pas seulement survécu, il est devenu une légende. Couronné 2 fois homme le plus sexy du monde et implacablement suivi par les paparazzis partout où il allait, Clooney est devenu un symbole mondial du charme masculin et de l'indépendance enviable. Il a fréquenté une série de femmes glamour.
Le mannequin britannique Lisa Snowden, l'actrice italienne Elisabetta Canales, la star de la WWE Stacy Keibler. Chaque relation a captivé les gros titres et alimenté le mystère du célibataire intouchable. Sur les tapis rouges, il éblouissait. Dans les interviews, il a détourné toute allusion à l'engagement avec un esprit sans effort. Pour le public, il était l'homme qui avait tout. Un style de vie de jet-set, des succès au box-office, des villas privées et l'admiration de millions de personnes. Mais en coulisses, une histoire différente se déroulait. Alors que les gros titres louaient son sourire d'1 milliard de dollars et son allure insouciante, Clooney devenait discrètement l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Les rôles se sont enchaînés, les approbations lucratives ont suivi et ses investissements ont prospéré. Au début des années 2000 et 2110, il avait réalisé ce dont la plupart ne pouvaient que rêver. Pourtant, chaque nuit se terminait de la même manière, seul dans un rare moment de vulnérabilité. Il a admis une fois: il y a des nuits où le silence est assourdissant. Vous vous demandez si le succès signifie quelque chose sans quelqu'un avec qui le partager. Ce n'était pas seulement de la solitude. C'était un exil émotionnel né d'un cœur qui avait autrefois été brisé et qui avait maintenant construit des murs trop hauts pour être escaladés. Clooney est devenu connu non seulement pour son talent, mais aussi pour sa résistance farouche au mariage et à la paternité. « Je ne pense pas que ce soit pour moi », disait-il. Et le monde l'a cru. Après tout, qui a besoin de plus quand on a déjà tout? Mais c'était l'illusion. Ce que les gens ne voyaient pas, c'était la douleur silencieuse derrière les yeux. L'homme qui riait le plus fort aux fêtes, mais qui partait tôt dans une maison vide. Clooney a joué son rôle à la perfection, tant à l'écran qu'en dehors. Mais sous les smokings et le charme, il y avait un homme hanté par l'idée que peut-être l'amour, le vrai, durable, inconditionnel, n'était pas fait pour lui. C'est une ironie cruelle. Plus il devenait libre, plus il se sentait seul. Pendant 2 décennies, il a erré dans des affaires glamour et des événements scintillants, à la recherche de quelque chose dont il s'était presque convaincu qu'il n'existait pas. Et lorsque les lumières se sont atténuées et que les applaudissements se sont estompés, l'image du célibataire le plus en vue d'Hollywood a discrètement porté le poids de ce que cela signifiait vraiment d'avoir tout sauf la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter: l'appartenance. Pour un homme qui avait passé des décennies à maîtriser l'art de rester détaché, il n'a fallu qu'une seule conversation avec Amal pour défaire tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour. Tout a commencé par une rencontre fortuite en 2013 dans la sereine villa de George Clooney sur le lac de Com. Un ami commun a amené un invité qui allait changer sa vie à jamais, Amal Alamoudine. Elle n'était pas d'Hollywood, elle ne se souciait pas de la gloire. Amal était une avocate des droits de l'homme d'une intelligence, d'une confiance et d'une élégance extraordinaires. Quelqu'un qui semblait complètement insensible à George Clooney, la star de cinéma. Et cela, peut-être plus que tout, l'a captivé. Elle a parlé avec passion de justice, de crimes de guerre et de droit international. Et George, l'homme qui avait charmé le monde, s'est retrouvé sans voix. Cette nuit-là, quelque chose d'inconnu s'est agité en lui. Dans des interviews ultérieures, il a confessé: « Je ne savais pas à quel point ma vie était insatisfaisante avant de rencontrer Amal. » Pour la première fois depuis des décennies, il a senti les murs autour de son cœur soigneusement protégés commencer à se fissurer. Cela a commencé avec des courriels, amicaux, réfléchis, voire spirituels. Mais à chaque échange, quelque chose de plus profond a pris racine. George, connu pour ses romances légères et ses aventures occasionnelles, s'est soudain retrouvé à consulter sa boîte de réception comme un adolescent. Leur lien ne s'est pas construit sur le glamour, mais sur des idéaux partagés, des réflexions nocturnes et une sorte d'honnêteté émotionnelle dont il ne savait pas qu'elle lui manquait. Quelques mois plus tard, alors que leur lien se renforçait, George a pris une décision qui l'a choqué même lui. Il a acheté une bague, non pas pour le spectacle, non pas pour la publicité, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Un soir, dans l'intimité de sa maison, il s'est agenouillé.
L'homme qui avait résisté au mariage pendant plus de 2 décennies s'agenouillait maintenant devant une femme qu'il connaissait depuis quelques mois seulement. Amal n'a pas répondu immédiatement. Elle était stupéfaite. 20 minutes se sont écoulées en silence. 20 des minutes les plus angoissantes de sa vie. Il a plaisanté plus tard en disant qu'il avait même prévu comment souffler la bougie si elle disait non, mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit oui. Et à ce moment-là, George Clooney, l'éternel célibataire d'Hollywood, a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. L'espoir. Pas l'espoir fugace et superficiel d'un nouveau film ou d'un autre prix, mais quelque chose d'enraciné dans l'âme. Il ne choisissait pas seulement l'amour. Il choisissait d'être à nouveau vulnérable, de risquer, de faire confiance et de croire en la possibilité de l'éternité. Ce n'était pas seulement une romance, c'était le début d'une transformation. Le monde ne savait pas que cette proposition discrète marquerait le début de l'un des mariages les plus élégants et les plus commentés de la décennie. Un moment où l'amour, l'héritage et la vulnérabilité discrète seraient au centre de la scène à Venise. Le 27 septembre 2014, la ville de Venise s'est transformée en quelque chose qui sortait d'un rêve. Des gondoles glissaient silencieusement le long de canaux éclairés par la lune, et la ville antique semblait s'arrêter dans une vénération silencieuse, alors que George Clooney, autrefois le célibataire le plus légendaire d'Hollywood, se préparait à épouser la seule femme qu'il ait jamais fait croire en l'éternité. Le lieu, la Mancanale Grande, Venise, un palais royal du XVIe siècle qui murmurait élégance et histoire. Mais aucune grandeur ne pouvait éclipser ce que ce jour signifiait vraiment pour George. Il ne s'agissait pas de spectacle, bien que le monde ait certainement regardé, il s'agissait de l'amour trouvant enfin un foyer. Amal est arrivé comme de la poésie en mouvement. Vêtu d'une robe Oscar de la Renta, personnalisée qui semblait couler avec grâce et conviction. George, dans un smoking classique Giorgio Armani, ne pouvait pas cacher l'admiration dans ses yeux lorsqu'elle s'est approchée. À ce moment-là, même pour un public de stars, le monde s'est réduit à seulement 2 personnes qui avaient défié les attentes, le temps et leurs propres cicatrices passées pour arriver à cet hôtel de l'espoir. Leur liste d'invités était le reflet de leurs 2 mondes qui convergeaient, Matt Damon, Cindy Crawford, Bill Murray, Bono et d'autres visages familiers d'Hollywood se sont mêlés à des diplomates, des défenseurs des droits de l'homme et des amis proches du cercle juridique d'Amal. La cérémonie, officiée par Walter Troni, ancien maire de Rome et ami de longue date de George, était élégante, intime et discrètement puissante. Il n'y a pas eu d'agitation de tabloïd ou de déclarations excessives. Au lieu de cela, il y avait un calme dans l'amour dans la pièce, une sorte de révérence que l'on ne voit pas souvent dans les unions de célébrités. George, connu pour son humour et son charme, est devenu tendre, sa voix tremblant légèrement lorsqu'il a juré d'être son partenaire, son ami, sa famille. Amal, posée et rayonnante, a prononcé des mots qui ont fait couler des larmes sur des yeux endurcis par la gloire et la vie sous les projecteurs. Ce n'était pas un mariage pour les caméras, c'était une cérémonie qui a rappelé pendant un moment au monde que l'amour est toujours sacré. Après les vœux, la réception a été remplie de rires, de vins millésimés et de cuisine italienne, mais le sentiment le plus fort était celui d'une joie tranquille. George avait plaisanté une fois en disant qu'il ne se remarierait plus jamais, qu'il n'était pas fait pour cela. Mais là, à Venise, sous les lustres et entouré de bougies, il s'est prouvé le contraire de la plus belle des manières possibles. Et bien que le monde l'ait peut-être considéré comme le mariage de la décennie, pour George, c'était simplement le jour où il a cessé de fuir l'amour. C'était le jour où l'homme qui avait tout a finalement trouvé la seule chose qu'il n'avait jamais pensé avoir, un cœur pleinement en paix. Le mariage, cependant, ne se construit pas seulement sur des bougies et du champagne. Alors que les applaudissements de Venise s'estompaient et que les gros titres passaient à autre chose, George et Amal ont tranquillement commencé le vrai travail de construction d'une vie ensemble. Leur amour est resté fort, mais les réalités de 2 carrières de haut niveau se sont rapidement installées. George, toujours profondément enraciné à Hollywood, voyageait souvent pour des tournages de films, des avant-premières et du travail humanitaire.
Amal, quant à elle, a poursuivi ses batailles juridiques à enjeux élevés à Londres et dans toute l'Europe, défendant les victimes de crimes de guerre et défiant les gouvernements sur les droits de l'homme. La distance n'était pas symbolique, elle était littérale et constante, mais dès le début, ils avaient conclu un pacte, celui de ne jamais passer plus d'une semaine séparés. Ce n'était pas toujours facile, il y a eu des appels manqués, des vols épuisants, des nuits calmes passées séparément, mais ils ont tenu bon. Comme George l'a dit plus tard, nous y arrivons parce qu'elle vaut chaque mille, chaque heure. Pour soutenir leur engagement, George a commencé à modifier son orientation. Il a réduit ses projets de réalisation, a choisi des scénarios plus sélectivement et a donné la priorité au temps passé à la maison. Amal aussi, bien que toujours dévoué à la justice, a trouvé des moyens de rapprocher son travail de sa famille. Ils ont acheté des maisons qui servaient de sanctuaire, le lac de Com, Los Angeles et un domaine en Angleterre. Chaque endroit est une promesse de renouer. Ils sont devenus les plus fervents défenseurs l'un de l'autre. Amal s'est tenu aux côtés de George lors de sommets humanitaires et d'événements cinématographiques, tandis qu'il parlait avec admiration de ses victoires juridiques dans des interviews, insistant souvent « c'est elle, la vraie star ». Mais même dans l'amour, la réalité persistait. Le travail d'Amal l'obligeait souvent à s'absenter pendant des semaines, enfoui dans le droit international confronté aux cruautés du monde. George, bien qu'entouré de gloire et de glamour, a avoué des moments de solitude poignante. Pourtant, ils ont tous deux choisi de croire en ce qu'ils construisaient, que derrière les apparitions sur le tapis rouge se cachait quelque chose de bien plus précieux. Un partenariat tranquille, résilient face à la gloire, au temps et à la géographie. En 2024, alors que George commençait à se préparer pour ses débuts à Broadway dans Good Night and Good Luck, il vivait à New York tandis qu'Amal restait en Europe avec leurs enfants. Cette séparation géographique a suscité une vague de spéculations médiatiques, des rumeurs d'une séparation à l'essai, des chuchotements d'un divorce imminent de 500 millions de dollars. Les gros titres étaient implacables. Pourtant, George et Amal se sont empressés de les rejeter. George a déclaré publiquement « Nous nous aimons et nous nous respectons toujours, rien n'a changé ». Amal, avec son assurance habituelle, a continué à soutenir son travail en coulisses. Ils ont rappelé au monde une fois de plus que ce n'est pas parce qu'ils vivent des vies extraordinaires qu'ils sont exemptés des défis ordinaires. Ce n'était pas le conte de fées que les médias voulaient. C'était quelque chose de mieux. Deux personnes qui s'étaient trouvées tard dans la vie, qui connaissaient la douleur et la solitude et qui ont choisi à maintes reprises de rester. Dans leur différence, ils ont trouvé la force. Dans leur distance, ils ont trouvé la patience. Dans leur amour, ils ont trouvé la volonté de persévérer. Et tandis que le monde guettait les signes de glamour ou de scandale, George et Amal ont discrètement protégé la vérité de ce qu'ils avaient. Une vie imparfaite mais partagée et profondément et farouchement aimée. À 56 ans, un âge où de nombreux hommes s'installent dans le rythme de la quarantaine, George Clooney a été propulsé dans le rôle le plus profond de sa vie, celui de père. En juin 2017, lui et Amal ont accueilli des jumeaux, Ella et Alexander, dans le monde. Un moment qui a ébranlé le cœur même d'un homme qui avait autrefois déclaré qu'il ne voulait jamais d'enfant. « Je ne me voyais pas comme un père », a admis Clooney dans des interviews ultérieures. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas les enfants. Je ne l'ai tout simplement jamais imaginé pour moi. Et pourtant, le jour où ses enfants sont nés à l'hôpital St. Mary's de Londres, tout a changé. George, qui avait passé des décennies à diriger les tapis rouges et à réaliser des plateaux de tournage, se retrouvait maintenant à mémoriser des berceuses, à changer des couches et à apprendre la délicate cadence des tétés nocturnes. L'icône, autrefois autoproclamé de célibataire, est devenu un père qui a volontairement échangé de longues journées de tournage contre des matinées avec des tout-petits riant aux éclats. Il a avoué plus tard que la simple surprise d'avoir des jumeaux l'avait stupéfié. Un, bien sûr, mais deux, je ne savais pas ce qui m'arrivait, a-t-il dit en riant. Mais sous l'humour se cachait quelque chose de plus profond.
un homme humilié et adouci par la présence de deux petites âmes qui avaient redéfini ses priorités. Le dévouement de Clooney à ses enfants a été immédiat et complet. Des amis ont noté comment il avait refusé d'importants projets de films dans les années qui ont suivi leur naissance. Au lieu de sauter de plateau en plateau, il est resté plus près de chez lui, se concentrant sur la création d'un monde sûr et joyeux pour son fils et sa fille. Il a même aidé à concevoir leur environnement domestique en installant une sécurité de haute technologie, en protégeant chaque coin et en réduisant au minimum les distractions numériques. George et Amal ont choisi de vivre simplement en mettant fortement l'accent sur la vie privée, en refusant les offres de magazines pour des photos de bébés et en gardant l'identité de leurs enfants secrète. La parentalité n'est pas sans moment de peur. Dans des interviews au début, Clooney a révélé qu'Alexander avait développé de l'asthme, un diagnostic qui a frappé durement les deux parents. Pendant la pandémie de CO-19, les Clooney ont été complètement confinés, coupant presque tout contact extérieur pour protéger leur fils. Ils ont cuisiné, nettoyé, joué à des jeux de société et construit des forts avec des coussins de canapé. Des rituels simples qui pour George sont devenus sacrés. Il a dit « Vous arrêtez de penser à vous. Chaque décision concerne eux. C'est terrifiant et la chose la plus belle. » Il a également plaisanté en disant qu'il était le père le plus âgé de la salle, se présentant aux événements préscolaires en ressemblant à un grand-père, mais il a rapidement balayé cela d'un sourire. « Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas mort. Et mes enfants me gardent jeune d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, a-t-il plaisanté lors d'une interview en fin de soirée. Pourtant, sous l'humour, ses yeux se remplissaient souvent de fierté et de vulnérabilité. Ella et Alexander, a-t-il dit, n'étaient pas seulement ses enfants. Ils étaient l'encre dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Alors qu'ils ont grandi, les jumeaux ont hérité non seulement de l'esprit et de l'intelligence de leurs parents, mais aussi d'un talent pour les surprendre. George a partagé un jour que les jumeaux parlent couramment l'italien, une langue que ni lui ni Amal ne parlent. Ils conspirent contre nous en italien, a-t-il plaisanté. Ce sont ces petits moments qui sont venus définir la paternité pour lui. Pas les grands gestes, mais l'émerveillement quotidien d'élever deux enfants brillants. Au crépuscule de son apogée hollywoodienne, George Clooney a découvert un nouveau type d'héritage. Ce n'est pas un héritage gravé dans les récompenses ou les records du box-office, mais dans les histoires du coucher, les rires partagés et les soirées tranquilles à la maison. Son parcours vers la paternité, bien que tardif, est devenu le chapitre le plus significatif d'une vie autrefois régie par les projecteurs et la solitude. Ce n'est pas seulement un rôle qu'il joue, c'est ce qu'il est devenu. À 64 ans, George Clooney ne court plus après les projecteurs. Autrefois le célibataire le plus convoité d'Hollywood, la star aux cheveux argentés a choisi de ralentir. Il embrasse maintenant un rythme de vie plus tranquille et plus délibéré. Un rythme de vie imprégné de sens, de famille et de but. Ses journées ne tournent plus autour des tapis rouges et des premières de films, mais plutôt autour des petits déjeuners en famille, des balades à vélo au bord du lac et des soirées passées dans le rire avec les personnes qu'il aime le plus. Aujourd'hui, Clooney partage son temps entre ses propriétés à travers le monde. Bien qu'il passe la plupart de ses journées à la Villa Oleandra, un magnifique domaine au bord du lac de Comme en Italie. Ce n'est pas seulement un refuge de luxe. C'est là qu'il a rencontré une galerie marchande en 2013 et cela reste leur sanctuaire, estimé à environ 100 millions de dollars. La villa comprend un quai privé, un cinéma, des jardins, une cave à vin et même une cuisine personnelle de chef où George aime cuisiner pour sa famille. Il appelle cela son petit coin de paradis. En plus de son havre de paix italien, Clooney possède un manoir de campagne de 13 millions de dollars dans le Berkshire, en Angleterre. Une maison du XVIIe siècle restaurée avec soin et équipée d'un court de tennis, d'un cinéma-maison et de jardins luxuriants. C'est là que la famille réside principalement pendant les mois d'école. Il y a aussi sa maison de longue date dans Studio City à Los Angeles, qu'il a achetée en 1995
et quelques autres propriétés disséminées à travers les États-Unis et le Mexique. Mais la maison pour George Clooney n'est pas une question de mur ou de superficie. C'est là qu'Amal et leurs jumeaux Ella et Alexander sont. Le couple est farouchement protecteur de la vie privée de ses enfants, refusant les photos publiques et limitant l'exposition numérique à l'intérieur de leur maison. Clooney a dit que les moments les plus heureux de sa journée sont les plus simples. Faire des crêpes avec Ella, faire du vélo avec Alexander ou lire des livres à voix haute devant la cheminée. Je pensais que j'avais tout, a-t-il avoué une fois. Mais jouer avec mes enfants tous les matins, c'est la meilleure partie de ma vie. Sur le plan de la santé, Clooney souffre toujours de douleurs chroniques à la suite d'un accident dévastateur survenu lors du tournage de Syriana, qui lui a laissé une blessure à la colonne vertébrale et une fuite de liquide céphalo-rachidien. La douleur était autrefois si intense qu'il a envisagé de mettre fin à ses jours. Bien que le pire soit passé, il vit toujours avec des limitations, évitant les activités à fort impact et les voyages intenses. Au lieu de cela, il a adopté un mode de vie calme et soucieux de sa santé. Il ne fume plus, ne boit qu'avec modération et suit un régime d'inspiration méditerranéenne organisé par Amal, qui joue un rôle actif dans la nutrition de leur famille. Il fait souvent des balades à vélo le long des routes sinueuses du lac de Côme, aime jardiner et passe des heures à lire et à écrire des scénarios. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'exercice, il a plaisanté une fois « Je ne vais pas à la salle de sport, je fais de l'exercice en aimant la vie lentement ». Sur le plan professionnel, Clooney est loin d'être à la retraite. Il choisit toujours des projets de films qui parlent à ses valeurs et à son art. En 2022, il a joué aux côtés de Julia Roberts dans Ticket to Paradise, une comédie romantique qui a reçu un accueil chaleureux du public. En 2023, il a réalisé The Boys in the Boat, un film sur la résilience et le travail d'équipe pendant la Grande Dépression. Sa société de production, Smokehouse Pictures, reste active, développant des histoires avec profondeur et pertinence sociale. Bien que ses apparitions à l'écran soient maintenant moins nombreuses, chacune d'entre elles a plus de poids. Clooney ne court plus après la gloire ou l'attention. Il reste à l'écart des médias sociaux, donne rarement des interviews et n'est presque jamais vu dans les gros titres des potins. Au lieu de cela, il apparaît lors de certains événements publics axés sur les droits de l'homme, le journalisme, la liberté et la justice mondiale. Toujours aux côtés d'Amal, dont le travail de défense des journalistes persécutés et des prisonniers politiques a suscité l'admiration du monde entier. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il évitait les plateformes comme Twitter ou Instagram, il a répondu « Je n'ai pas besoin de savoir ce que les gens pensent de mon petit déjeuner ». Malgré son retrait de la vie publique, la fortune de Clooney a considérablement augmenté. On estime qu'il vaut entre 500 millions et 600 millions de dollars. Une part importante provient de la vente en 2017 de sa société de tequila, Casamigos, qu'il a cofondée et vendue plus tard pour 1 milliard de dollars. Le reste provient de décennies de salaires de films, de réalisation, de production et d'investissements immobiliers judicieux. Mais peut-être que ce qui est le plus remarquable, ce n'est pas ce qu'il a gardé, mais ce qu'il a donné. Aux côtés d'Amal, George a fait don de millions de dollars à des causes soutenant les réfugiés, le journalisme, la sécurité et les possibilités d'éducation pour les enfants touchés par la guerre. Par le biais de la Clooney Foundation for Justice, ils ont soutenu des batailles juridiques lors de procès injustes, défendu les victimes de crimes de guerre et construit des salles de classe dans les régions déchirées par la guerre. Clooney a également pris la parole aux Nations Unies, condamnant les régimes autoritaires et défendant les droits de l'homme dans le monde entier. Il a depuis longtemps rédigé son testament, s'assurant que sa richesse est partagée non seulement avec ses enfants et Amal, mais aussi avec les causes auxquelles il croit. « Je ne veux pas que mes enfants grandissent en pensant que l'argent est le but, a-t-il dit. Je veux qu'ils héritent de valeurs, pas seulement de richesses. » Dans ce dernier chapitre de sa vie, George Clooney ne s'estompe pas. Il s'épanouit tranquillement. Il n'est peut-être plus le célibataire en or d'Hollywood, mais il est quelque chose d'infiniment plus précieux.
Un mari, un père, un penseur et un homme qui a choisi l'intégrité, l'amour et l'humanité plutôt que les applaudissements. Les tapis rouges se sont estompés, mais la lumière en lui brille plus que jamais. Dans ce chapitre profondément significatif de la vie de George Clooney, les projecteurs ne brillent plus uniquement sur les tapis rouges ou les premières de films. Ils illuminent maintenant les salles d'audience, les camps de réfugiés et les forums mondiaux où la justice est combattue chaque jour. George et Amal Clooney ne se tiennent pas simplement en tant que mari et femme, mais en tant que partenaires dans une mission profonde qui transcende le glamour, la justice, la compassion et l'espoir. En 2016, ils ont cofondé la Clooney Foundation for Justice, un organisme sans but lucratif avec une vision ambitieuse mais sincère de faire progresser la justice dans les salles d'audience, les salles de classe et les communautés du monde entier. Grâce à son initiative phare, Trial Watch, la fondation surveille les procès pénaux à l'échelle mondiale, en particulier ceux qui ciblent les journalistes, les minorités et les dissidents politiques, en veillant à ce que la procédure régulière ne soit pas sacrifiée à la corruption ou à l'oppression. Amal, une avocate des droits de l'homme de renommée mondiale, dirige avec brio et intégrité, représentant des personnalités comme Julian Assange et Muhammad Fahmy, tandis que George prête sa voix, son influence et ses ressources pour élever leur cause commune. Leur engagement n'est pas seulement symbolique. Ensemble, ils ont fait don de millions de dollars à des efforts humanitaires à travers le monde. De la reconstruction d'écoles déchirées par la guerre en Syrie, à la fourniture de possibilités d'éducation aux enfants réfugiés au Liban et au Soudan, le travail du couple a atteint des communautés oubliées par les projecteurs, mais pas par la compassion. George a pris la parole non seulement sur les plateaux de tournage, mais aussi aux Nations Unies et lors de sommets mondiaux, condamnant la violence politique et plaidant pour la transparence dans les zones de conflit africaines. Il parle non pas comme un acteur, mais comme un homme qui a été témoin d'injustice et a refusé de se taire. Leur impact est puissant parce qu'il est personnel. La même résilience qui a permis à George de surmonter la douleur physique, le chagrin d'amour et l'examen public est maintenant canalisée vers la défense des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Et à travers tout cela, Amal reste son pilier inébranlable. Pas seulement la femme qui a changé son point de vue sur l'amour, mais la partenaire qui a aidé à redéfinir son but. Leur lien, forgé non seulement dans l'affection, mais dans des valeurs alignées, est devenu un modèle de ce à quoi l'amour moderne et l'héritage peuvent ressembler. Dans un monde où la célébrité se transforme souvent en frivolité, le parcours continu de George Clooney nous rappelle que la gloire, lorsqu'elle est jumelée au cœur et à la conviction, peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une star d'Hollywood. C'est le témoignage d'un homme qui a transformé la douleur en but, le charme en changement et l'amour en héritage. Si vous admirez toujours George Clooney et l'impact qu'il a eu, n'hésitez pas à aimer ou à partager cette histoire. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que George Clooney signifie pour vous et comment son parcours vous a inspiré. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous.